Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Nicolas Cadenne, candidat Nouveau Front Populaire dans la 6e circonscription du Gard et ancien référent pour l'Observatoire de la laïcité. Bonjour, monsieur Cadenne. Bonjour. Alors, d'abord, cette nouvelle assez étonnante. On a eu hier le débat entre Olivier Faure, Jordan Bardella et Gabriel Attal. Et lors du débat, Gabriel Attal a montré un simulateur de calcul des retraites pendant le débat. Simulateur qui s'avère être une fabrique, en fait, à fake news basée sur de fausses données. On apprend ce matin par un communiqué relayé par Manuel Bompard et d'autres que le Front Populaire va donc lancer une procédure pour diffusion de fausses informations en période électorale contre Renaissance. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces pratiques, en dernière ligne droite de campagne législative express? C'est assez inquiétant et malheureusement c'est pas une première. On a pu constater, y compris sur les circonscriptions dans tel ou tel département, qu'on avait droit à une multitude d'accusations, de calomnies, de mensonges diffusés à notre rencontre. On a l'impression qu'un petit peu tout est permis, tous les coups sont permis. Pourtant non, tous les coups ne sont pas permis. Moi-même, j'ai dû faire un communiqué de presse localement pour rappeler que voilà, tout mensonge qui serait relayé à notre rencontre serait l'occasion d'une plainte en diffamation. Parce que cette campagne, elle a été assez violente pour beaucoup de candidats. Vous-même en avez fait les frais, vous avez été interpellé et pris pour cible. Comment se fait-il que le climat soit à ce point-là électrique ? Effectivement, il y a une libération de la parole, en particulier du côté de l'extrême droite, qui est très nette. Je pense qu'effectivement le climat est électrique parce que la dissolution a été rapide, avec une absence totale de campagne, donc une nécessité de se mettre en œuvre extrêmement vite. On a finalement que 2 semaines de campagne et dans un laps si court. Visiblement, beaucoup de candidats considèrent que là encore, tous les coups sont permis pour gagner quelques voix ici ou là. Mais tous les coups ne sont pas permis, en l'occurrence pas de diffusion de fausses informations, des propos racistes tenus également par certains candidats à propos de l'ancienne ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem, qui est un de vos soutiens. Cette libération de la parole raciste qui va aussi sur des actes violents, une boulangerie qui a été brûlée avec des tags homophobes et racistes. Est-ce que la situation du pays vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète beaucoup. Visiblement, l'extrême droite, ou tout du moins beaucoup d'entre eux chez eux, considèrent être déjà aux manettes et donc dans la capacité de pouvoir s'en prendre à toutes celles et tous ceux qui ne leur ressemblent pas, qui ne pensent pas comme eux et qu'ils voient comme des minorités nuisibles. Et c'est absolument gravissime et ça rappelle que l'élection de dimanche est un moment extrêmement important. Ça rappelle le moment de la gravité du moment et raison de plus pour rappeler tout le monde à un vote responsable pour éviter le pire et notamment donc une extrême droite qui se veut très lisse dans les médias via son leader Bardella ou d'autres et qui en réalité derrière est en réalité portée par des gens d'une grande violence. Et quelle est la responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette montée irrésistible de l'extrême droite en réalité, puisque vous avez été, comme je le disais, à la tête de l'Observatoire de la laïcité, qui avait été critiqué à l'époque par la majorité présidentielle. Puis on a vu ensuite la façon dont Emmanuel Macron a géré sa relation particulière avec le Rassemblement national, comme le présentant systématiquement comme le parti d'opposition unique face à lui. Est-ce que c'est pas aujourd'hui une situation totalement créée par Emmanuel Macron ? Clairement, je pense qu'il a une énorme part de responsabilité dans la normalisation des thèses de l'extrême droite. On a effectivement un pouvoir qui a cherché à imposer un duel RN-Macronie, avec toujours l'espoir que la gauche et les progressistes votent pour la Macronie en vote barrage. Alors même qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que ne voudraient pas forcément faire la même chose dans l'autre sens. Et effectivement, ils ont très largement, et parfois même ça s'est traduit par des lois très contestables, porté des thématiques jusqu'à par l'extrême droite en les légitimant, en les normalisant, considérant que finalement
y compris, vous l'avez dit, sur la laïcité, parfois en portant des discours discriminants, en portant des discours très problématiques en ce qu'elle visait et stigmatisait telle ou telle minorité, parce que ça s'est vu aussi sur d'autres champs, sur d'autres thématiques, avec effectivement aussi parfois le soutien de quelques médias. Je pense qu'aussi il y a une responsabilité de certains collègues. Et aujourd'hui, on se retrouve avec finalement une extrême droite qui va être vue comme une droite classique et une gauche qui va être vue comme une extrême gauche, qui est une aberration. Même le Conseil d'État rappelle que les composantes du Front populaire ne sont que de gauche et évidemment pas d'extrême gauche. On voit évidemment clairement le ni-ni du camp présidentiel se profiler au second tour en disant on ne fera le choix ni entre le Front populaire parce qu'il y a la France insoumise et le NPA, ni le Rassemblement national, et ce qui donne finalement un avantage au Rassemblement national compte tenu du rapprochement des LR avec le RN et de la normalisation qui a été poussée depuis des années par Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes confiant, vous, sur le résultat du Front populaire de dimanche, ou est-ce que vous pensez que cette victoire attendue dans les sondages du Rassemblement national est inéluctable ? Elle n'est pas inéluctable, mais elle suppose en effet une mobilisation absolument massive de l'ensemble des électrices et électeurs pour s'opposer à ce drame-là, parce que je pense que ce serait un drame de voir arriver l'extrême droite. Je le rappelle, c'est pas anodin. Ça n'est jamais arrivé depuis la guerre. L'extrême droite a beau être très lisse sur ses vidéos TikTok ou sur les médias, ce sont derrière des gens d'une grande violence qui veulent imposer un programme de casse démocratique déjà, en remettant en cause un certain nombre de droits pour des minorités, mais en réalité toute minorité, et tout le monde se retrouve à un moment ou à un autre dans une minorité, mais aussi une casse de nos libertés, une casse du pluralisme médiatique et de la liberté d'expression et des médias, mais aussi une casse de tout un tas de droits fondamentaux, mais aussi, et ça c'est important de le rappeler, une casse sociale à l'inverse de ce qu'avance le Rassemblement national. C'est une grande escroquerie de sa part. Ce n'est pas du tout une formation qui veut défendre les classes moyennes, qui veut défendre les classes populaires ou qui veut défendre ceux qui se sentent déclassés. Pas du tout. C'est un parti, en réalité, quand vous lisez son programme, qui est très favorable aux plus puissants, aux super riches, et en aucun cas aux 90, 95, 99% même de la population. Et ça, donc, il faut y être attentif, et il faut rappeler aux Françaises et aux Français que c'est une escroquerie, qui ne les aideront pas. Alors qu'en face, là, pour le coup, il y a une alternative crédible, financée. On a beau dire que oui, on dépense beaucoup au nouveau Front populaire, c'est quand même le programme qui a le chiffrage le plus précis, qui est soutenu par des économistes de renom, y compris par une prix Nobel qui a été conseillère d'Obama, donc a priori c'est pas une extrémiste, et qui va proposer sur le coup des actions très concrètes pour augmenter le pouvoir d'achat des Françaises et Français, indexer les salaires sur l'inflation, revaloriser les petites retraites, etc., etc. Et en plus également, réellement lutter contre le dérèglement climatique et réinstaurer une démocratie plus directe qui prend en considération les uns et les autres. Parce que là, on l'a vu, on est à la fin d'un cycle où il y a eu une immense brutalité du pouvoir, une immense verticalité du pouvoir, une condescendance de la part du camp présidentiel. Et là, on souhaite une réforme institutionnelle qui prend davantage en compte les uns et les autres et qui nous engage si on est élu. C'est-à-dire que c'est un contrat de législature qui est proposé là, c'est pas juste un programme. Et donc, effectivement, on pourra être appelé à l'ordre, sanctionné, si nos engagements ne sont pas tenus. Et sur la proposition, par exemple, comme le disait Gabriel Attal hier soir lors du débat, d'un référendum annuel sur un sujet pour les Français, vous pensez que c'est une bonne idée? Enfin, c'est un peu tard de la part de quelqu'un qui est au pouvoir depuis 7 ans, mais est-ce que c'est une idée qui pourrait être prise par le Front populaire, cette idée de la voie référendaire? La voie référendaire, elle est déjà en effet inscrite dans notre contrat de législature, avec une simplification de la possibilité donc de mettre à référendum un sujet souhaité par la population. On n'a pas attendu en effet 2 jours avant l'élection. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ça fait 7 ans qu'ils sont aux manettes et effectivement on constate que le camp présidentiel sort tout un tas de mesures gadgets au dernier moment, alors que ça fait 7 ans qu'ils sont aux manettes. C'est un peu tard, effectivement. On sent l'énergie du désespoir parfois dans les promesses qui sont sorties par Gabriel Attal. Autre question et d'importance, celle-là, on apprend par l'INSEE que la dette française a encore augmenté à 110,7% du PIB à la fin du premier trimestre. C'est 58 milliards d'euros de plus de dette, un total maintenant de 3160 milliards. Comment faire pour gérer une situation aussi catastrophique?
Voilà, vous l'avez très bien résumé. La dette est colossale. À l'inverse donc de ce qu'on entend, le camp présidentiel, c'est pas du tout des génies de la finance et c'est pas du tout des gens qui savent gérer si bien que cela l'économie. On constate finalement que dans ce pays, quand l'économie a été le mieux gérée, c'était plutôt sous l'union de la gauche, jusqu'à Lionel Jospin la dernière fois. Bon, là, c'est vraiment la catastrophe. Ce que propose le nouveau Front populaire, c'est une redistribution des richesses et d'aller chercher l'argent là où il est, même si ça ne plaît pas en effet au camp sortant ni au RN d'ailleurs, c'est-à-dire tout simplement que les super riches, on parle même pas des riches, là on parle des très 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 hauts revenus et les très grands groupes prennent leur part à l'effort national et que ce ne soit pas simplement les classes moyennes, les TPE, les PME qui aient à supporter cette charge qui aujourd'hui en réalité leur revient beaucoup trop. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de mur de l'argent, de fuite des capitaux ou même de procédure du FMI, de l'Union européenne, qui a déjà mis en garde d'ailleurs sur les dérapages budgétaires ? Non, je ne pense pas, parce que bon, déjà, les taxes type exit tax pour justement contrer l'évasion fiscale existent déjà dans d'autres pays, y compris aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place qui n'existe pas en France. Je crois pas que ce soit un problème. L'Union européenne ne s'opposera pas à ce qu'on taxe davantage les très hauts revenus, puisque sur le coup, on dit toujours la France est le pays qui impose le plus. Sauf que c'est faux concernant justement ces très hauts revenus. On n'est pas du tout le pays qui impose le plus. On est à ce niveau-là. On est un pays d'ailleurs, on s'en enorgueillit souvent, qui aurait plein de milliardaires. Ben oui, mais bon, on pourrait avoir des milliardaires un peu moins milliardaires peut-être, pour qu'ils payent un peu plus sur l'effort national. C'est tout à fait faisable et ce n'est pas contradictoire avec les traités qui nous engagent. Et enfin, je voulais revenir sur votre expérience en tant que responsable de l'Observatoire national de la laïcité devant l'explosion des actes antisémites et aussi du racisme. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là aussi en France, alors que pourtant les lois sur la laïcité sont assez bien écrites et assez simples? Est-ce qu'il y a eu un abandon aussi de la part des pouvoirs publics de cette question? Moi, je crois clairement que l'abandon, il est dans le fait que les pouvoirs publics, depuis 30, 40 ans, et encore plus de manière accentuée ces dernières années, ont laissé des communautés vivre les unes à côté des autres. Il y a un énorme enjeu de mixité sociale dans ce pays. Si vous mettez des quartiers entiers avec une population parfaitement homogène, vous aurez forcément des replis communautaires et des peurs qui monteront envers les autres, dans tous les sens. Donc il y a nécessité à mélanger les quartiers. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne s'aiment pas vont vivre ensemble, ça veut juste dire qu'il faut un peu de tout, à petite dose, dans tous les quartiers pour créer du débat, de l'interaction sociale, du commun, pour que finalement les peurs, les a priori cessent et chutent. On a déjà lancé des expérimentations à l'école où on a un peu plus mélangé les publics. Je le répète, c'est une vraie mixité sociale. C'est pas 80% de public précaire, par exemple, et 20% de public aisé. Évidemment pas. C'est une vraie mixité sociale à petite dose. Ça fonctionne. Là, partout où on l'a fait, ça a fonctionné. Et par exemple, donc, dans les collèges où ça a été fait, dans une trentaine de collèges en France où ça a été fait, il y a eu une chute totale des atteintes à la laïcité. Et pourtant, le camp présidentiel sortant, avec à l'époque le ministre Blanquer, a complètement arrêté cette expérimentation, préférant maintenir des ghettos pauvres d'un côté et très aisés de l'autre. C'est pas comme ça qu'on peut vivre ensemble à terme. Il faut évidemment accepter la différence, vivre ensemble sans que cela crée de difficultés quelconques ou d'insécurité évidemment. Mais est-ce que c'est pas un peu tard, quand on voit le nombre de concitoyens de confession juive qui préfèrent quitter la France, est-ce que là il n'y a pas un vrai problème ? Si, ça montre notre échec de ces dernières années. Comme vous le savez, il y a 40 ans en arrière, justement, vous aviez encore des quartiers très mélangés avec des personnes, des Français de confession juive, musulmanes, catholiques, protestantes, etc. dans les mêmes quartiers, ça se passait bien. Là, force est de constater que cette ghettoisation, cette communautarisation s'est faite ces dernières années, et donc il y a nécessité de rappeler et de rattraper ce retard par des engagements dans les nouvelles constructions de logements en termes de mixité sociale, et aussi au niveau des établissements scolaires. Mais vous avez raison, on a un retard absolument colossal. C'est donc un travail titanesque. Mais si on ne le fait pas, eh bien ce sera encore un peu pire demain. Merci beaucoup Nicolas Cadenne, candidat aux législatives pour le nouveau Front populaire, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.